À la une, l'affaire Jean-Louis Turquin. La femme de l'ancien vétérinaire a été déférée au parquet de Pointe-à-Pitre. Nadine Turquin a été mise en examen pour assassinat avec préméditation. Le procureur l'accuse et son avocat estime qu'elle est innocente. L'école maternelle de Desbonnes à Sainte-Rose n'est pas sécurisée. La clôture qui sépare l'école des maisons avoisinantes n'a toujours pas été remplacée, ce qui entraîne un risque important pour les élèves de l'établissement en cette période d'état d'urgence. Nous ferons le point dans cette édition. Les tampons hygiéniques sont-ils dangereux pour la santé? C'est la question soulevée dans un documentaire diffusé mardi dernier sur France 5. Les tampons pourraient provoquer une infection grave appelée le syndrome du choc toxique. Décryptage dans cette édition avec Linda Kayarsi. Et enfin, la Banque alimentaire fête ses 20 ans ce week-end. Autant d'années pendant lesquelles l'organisme a porté son soutien aux familles les plus démunies. Quel bilan pouvons-nous établir de leur action? Les éléments d'ATV Guadeloupe pour vous dans un instant. Bonsoir à tous et merci de nous accueillir chez vous. On commence cette édition avec cette affaire judiciaire. La femme de l'ancien vétérinaire Jean-Louis Turquin, assassiné par une balle dans le dos en janvier dernier, a été mise en examen cet après-midi. Sur les éléments à charge, on écoute le procureur de la République, Xavier Bonhomme. Il est interrogé par Patrick Thury et Dexter Moïse. Alors, Mme Turquin a été mise en examen aujourd'hui par le magistrat instructeur du chef d'assassinat concernant les faits dont a été victime son mari dans la nuit du 6 au 7 janvier dernier à Saint-Martin, chef d'assassinat, c'est-à-dire qu'on lui reproche d'avoir volontairement tué son mari avec préméditation. Je dirais que le dossier s'est accéléré ces derniers jours par la découverte d'éléments techniques importants, majeurs, qui l'accablent, puisque les examens des prélèvements qui ont été effectués quelques heures après les faits sur les mains de Mme Turquin démontrent la présence de 19 particules typiques d'un tir d'arme à feu, 12 sur la main droite et 7 sur la main gauche, ce qui signifie que Mme Turquin est soit l'auteur du tir, soit était et se trouvait à proximité du tir quand celui-ci a eu lieu et a atteint mortellement son mari. Elle conteste sa participation, elle ne s'explique pas les différents éléments techniques et conclusions qui, à ce stade de l'instruction, comme je l'indiquais, constituent des éléments accablants à son encontre. Voilà sa position, c'est de dire que, bien évidemment, elle n'a rien à se reprocher, qu'elle a passé la soirée avec une de ses amies, avec deux de ses amies, chose d'ailleurs qui est confirmée, et qu'à son retour, peu après minuit, elle a découvert le corps de son mari. Ah, bien évidemment, c'est à ce stade de l'instruction, nous en sommes bien sûr qu'au début, puisque aujourd'hui a lieu le déferment et bien sûr la mise en examen de Mme Turquin. L'instruction devra se poursuivre pour, je dirais, fermer toutes les portes, asseoir aussi ces éléments, les conforter ou les infirmer. C'est l'objet même de l'instruction. Parole aussi à la défense sur cette affaire. On écoute Maître Maurice, l'avocat de Nadine Turquin, qui considère qu'il n'y a aucune charge établie contre sa cliente. Il est interrogé par Patrick Thury et Dexter Moïse. En fait, on lui reproche aujourd'hui des débris de poudre sur ses mains pour expliquer qu'elle serait à l'origine de l'assassinat de son mari. Cela est fortement contesté par Mme Turquin. Il y a des tas d'autres éléments scientifiques notamment qui viennent à décharge des accusations qui sont portées. On a retrouvé sur la scène du crime un ADN masculin qui par définition n'appartient pas à Mme Turquin. Mme Turquin était absente de 20 h le soir jusqu'à pratiquement 1 h du matin. Or son mari, d'après les constatations médico-légales, aurait été tué à 22 h. On ne voit pas comment Mme Turquin aurait pu tuer son mari. Au surplus, tout le parcours de vie de Mme Turquin est un parcours de vie qui a soutenu son mari, qu'il a défendu jusqu'au bout, à plusieurs reprises. Et donc, même s'il y avait au sein du couple une mésentente, en aucune façon, ça ne peut justifier que Mme Turquin ait porté la main sur son mari, puisque aucun témoignage dans le dossier ne vient d'expliquer que Mme Turquin aurait eu des altercations durant toute sa vie avec son mari. D'autre part, aujourd'hui que Mme Turquin est veuve, elle est dans une situation qui est beaucoup plus faible que celle qui était la sienne lorsqu'elle était avec son mari, et même si elle voulait introduire une procédure de divorce. Il n'y a donc dans le dossier, et d'ailleurs il n'y a rien en ce sens qui soit avancé, aucun mobile.
Et les éléments médico-légaux qui viennent d'être transmis au magistrat instructeur sont plutôt des éléments médico-légaux qui sont à décharge de Mme Turquin. Et donc, de manière extrêmement ferme, elle nie toute implication dans l'assassinat de son mari. Éducation maintenant, l'école maternelle de Desbonnes à Sainte-Rose n'est pas sécurisée. Depuis le mois de novembre, la commune avait enlevé les barrières qui séparaient l'école des maisons avoisinantes. Celles-ci n'ont jamais été remplacées, ce qui représente un risque puisque l'établissement se situe à quelques mètres de la route départementale. Reportage d'Nathalie Dinan, Patrick Curie et Moïse Dexter. Des barrières mobiles à la place d'une clôture, ces images en témoignent. Cela se passe à l'école de Desbonnes à Sainte-Rose. Une situation mal vécue, dénoncée par des parents d'élèves soucieux de la sécurité de leurs enfants. Il s'agirait, selon les informations glanées ci et là, de travaux de délimitation entre un terrain privé et l'école. Un aménagement qui aurait dû être provisoire. Les responsables n'ont pas jugé bon en informer le chef d'édilité. Je n'ai aucune remontée, ni par le comité de parents, ni par l'école elle-même, c'est-à-dire la directrice de l'école, et ni par les services de la commune. Alors, c'est une information que vous me portez, au cours, puisque les services techniques, les services même de la commune n'ont pas de remontée, il n'y a pas de courrier, il n'y a rien, aucun appel concernant ce problème-là, je m'y rendrai avec les services, voir de quoi il s'agit. La directrice de l'établissement scolaire, contactée par Madame le maire, a affirmé n'avoir aucun souci dans son école. Claudine Bajazé ne va pas en rester là. Elle s'est engagée à se rendre sur les lieux dès mardi afin de vérifier ces informations et prendre les dispositions nécessaires pour la sécurité des enfants. On en a beaucoup parlé ces derniers jours. Les tampons hygiéniques sont-ils dangereux pour la santé? Les femmes en utilisent en moyenne 11 000 sur une vie. Ces tampons pourraient provoquer le syndrome du choc toxique, une infection rare mais grave. C'est ce qui a été révélé dans un documentaire diffusé mardi dernier sur France 5. Décryptage de Linda Gayarsi. Pendant des mois, comme pour assembler les pièces manquantes d'un puzzle, 5 mois d'enquête et des témoignages édifiants. Regardez sur n'importe quelle boîte de médicaments, vous avez la composition. Là, rien. Silence total. vous entendez vos amis vous dire « utilise des tampons, c'est un produit sûr », mais personne ne m'a dit qu'il y avait des risques possibles. Mardi soir, le documentaire Tampon, notre ennemi intime, de la journaliste Audrey Glaugen, diffusé sur France 5, met en garde les utilisatrices de cette protection hygiénique. Un documentaire choc qui relance le débat sur la dangerosité des tampons. Les femmes qui ont frôlé la mort à cause d'un tampon racontent toutes le même début d'histoire. Épuisement brutal, forte fièvre, impression d'avoir la grippe ou une gastro. Elles présentent en général les mêmes symptômes. D'après le documentaire, le tampon hygiénique n'est pas simplement constitué de coton ou de viscose. Il contiendrait plusieurs composants chimiques, notamment la dioxine, l'un des 10 produits chimiques les plus dangereux au monde, selon l'OMS. On a recherché les dioxines et furanes, il y en a 25, on a recherché le formaldéhyde, on a recherché le glyphosate. Autant de substances soupçonnées d'être des perturbateurs endocriniens et potentiellement cancérigènes. L'équipe de journalistes du documentaire lève le voile sur le SCT, le syndrome du choc toxique, une maladie rare qui aurait déjà causé la mort d'une femme et l'amputation d'autres habitués du tampon. J'ai dit au fabricant, qu'est-ce qui pourra me faire arrêter de témoigner? Ma mort. En 2015, Lauren Racer, un mannequin américain amputé d'une jambe, après un STC, avait porté plainte contre une marque de tampons. Ces nombreux clichés sur les réseaux sociaux et interventions télévisées ont fait d'elle le porte-parole d'une maladie que beaucoup ignorent. Le nombre de cas de syndrome du choc toxique en France a considérablement augmenté en une dizaine d'années. Les femmes utilisent en moyenne 11 000 tampons dans leur vie. Les fabricants refusent de communiquer sur leur composition. Des recherches sont en cours sur la mise en cause de la composition des tampons dans les chocs toxiques et sur la compréhension plus large de leur mécanisme. Des résultats des études menées par le docteur Gérard Lina, chef du laboratoire de bactériologie du CHU de Lyon, sont attendus au mois de juin.
On poursuit avec cette deuxième journée de congrès des syndicats UGTG. Ceux-ci devront élire leur nouveau secrétaire général. Elie Domota est arrivé au terme de ses 3 mandats consécutifs. Quel bilan pouvons-nous en tirer? Comment se déroulera cette élection? Les éléments dans ce reportage signé Karen Diama. Secrétaire général de l'UGTG depuis 2008, Elie Domota s'apprête aujourd'hui à remettre en jeu sa fonction après un bilan des plus positifs. Premier grand rendez-vous que nous tenions syndicat-là avec d'autres organisations syndicales et politiques en Guadeloupe, c'était le mouvement LKP que nous préparons pendant plusieurs mois, que nous construisons pendant plusieurs mois. Et nous avons fait jonction en janvier 2009 dans le cadre d'un grand mouvement qui durait 44 jours et qui baille un accord qui signé le 4 mars, qui malheureusement n'est pas respecté par l'État français. Et c'est évidemment pour les travailleurs, nous avons attrapé quoi que l'accord Bino, qui est un dispositif non seulement de rémunération pour les salariés, mais également d'égalité de traitement dans l'entreprise. C'est le premier grand rendez-vous-là et tout le restant mandature, parce qu'il y a aussi troisième mandat, Kabout est une organisation qui est effectivement bien implantée, qui a une taux de représentativité qui est incontestable dans tous les grands secteurs d'activité. Pour élire le nouveau secrétaire, quelques étapes seront alors nécessaires. Nous prévoyons donc en élection, on congrès tous les 3 ans. Le congrès là, ça a élu un conseil syndical à 25 personnes. Et conseil syndical là, ça, il y en a un membre du conseil syndical là qui a proposé comme secrétaire général, ou bien nous qui a proposé comme secrétaire général. C'est ça qui a fait job là. Donc après-midi là, nous avons voté, parce qu'il y a des candidats, nous avons 26-27 candidats pour 25 mandats, 25 places. Et donc il y a une élection par liste, son liste, là, les camarades des congressistes, soit ils vont accepter la liste telle qu'elle, soit ils vont supprimer non à monde qui a cette liste là, et nous avons fait un score. Et c'est les 25 premiers qui arrivent qui ont membre du conseil syndical là. Et parmi ces 25 personnes là, on y a un secrétaire général qui propose, ou bien que nous avons proposé. Et à l'issue à congrès là, premier monde nous a élu, après le conseil syndical, c'est le secrétaire général là. Élu pour un mandat de 3 ans renouvelable, autant de fois que le conseil syndical l'aura souhaité, le nouveau secrétaire général devra s'acquitter de tâches parfois compliquées. Nous avons un secrétaire général ou bien un groupe de camarades que nous avons qui a rempli les conditions de disponibilité, de volonté également, parce que là aussi, il n'y a pas tout dit capacité, il n'y a pas tout dit grand l'école, grand l'esprit. Il faut vouloir aussi, il faut vouloir faire, puisque c'est une responsabilité, son tâche. Et on doit tout comprendre que la situation que nous avons vue aujourd'hui là, difficulté que le travail a joindre, diviner un pays en nous, confiance que le travail guadeloupéen dans nous, qui a obligé nous également à proposer des dirigeants, secrétaire général, mais des dirigeants qui ont mis d'assurer qu'on faut responsabilité à ça. Après Rosan Mounien, Gabi Clavier, Raymond Gauthiero ou encore Elie Domota, le nouveau secrétaire général de l'UGTG devrait lui aussi faire preuve d'un grand charisme, comme ses prédécesseurs. En Martinique, le port fait peau neuve. Ce petit lieu de plaisance dans la commune du Lamentin est au cœur d'un projet de réhabilitation et de construction d'une marina moderne qui devrait voir le jour d'ici 3 ans. Première phase indispensable, le nettoyage. L'opération a été lancée depuis hier. Loïc Régis était sur place. Cela fait plus de 30 ans que Louis et Armand amarrent leur bateau ici. Un site qui a peu évolué au fil du temps. Ils souhaitent que des aménagements soient faits pour moderniser Port Coé. Pour l'instant, on a besoin de sécurité, d'électricité, un petit peu un ensemble neuf qui soit adéquat aux aspirations de tous les pratiquants du sport nautique. On entretient comme on peut. Nous avons mis des bacs à huile, nous avons mis des bacs à batterie, nous avons mis des poubelles, on entretient l'entrée, on refait la route. Enfin, c'est nous qui faisons tout ça quand même. Des missions qui relèvent maintenant de la CACEM. Depuis le 29 mars, la communauté d'agglomération est le nouveau gestionnaire des lieux. Première action forte, un grand nettoyage et une dépollution. Et des fois, il y a des trous, il y a des verres de bouteilles, il y a des morceaux de ferraille. Donc il faut faire attention là où on met les pieds, surtout. À terme, c'est un port de plaisance qui verra le jour ici. Mais avant le début des travaux prévus en 2018, chaque propriétaire de bateau devra déplacer son embarcation. Un huissier a été mandaté par la CACEM pour faire l'inventaire exhaustif de tout ce qu'il y a. L'idée, c'est de savoir qu'est-ce qui appartient à qui. Et à partir du moment où on voit cet inventaire-là, chacun sera invité à sortir progressivement des lieux, en tous les cas prendre des dispositions avec leurs biens. En tout, 170 places et des équipements modernes sont prévus dans ce projet qui devrait coûter 20 millions d'euros. Tout projet coûte cher, mais il va amener des satisfactions, donc c'est pour le bien de tout le monde.
Donc il y aura donc une rentabilité à long terme. Donc l'investissement doit se faire. L'investissement est indispensable. Ça permettra aussi aux entreprises de travailler. Donc c'est une bonne chose pour la Martinique. La marina de l'étang Abricot aurait donné son accord pour recevoir les bateaux de Port Coé le temps des travaux. Un chantier estimé à 3 ans. En Guyane, les slogans de la mobilisation générale retentissent encore aujourd'hui. Ils étaient scandés dans les rues de Cayenne ce matin par les agents grévistes de l'hôpital. À l'appel de l'UTG Santé, ils ont entamé une marche au départ de l'établissement jusqu'à la préfecture. Le syndicat a présenté aujourd'hui son cahier de revendications aux élus. Reportage de nos confrères d'ATV Guyane. Au lendemain de l'échec des discussions avec l'ARS, plusieurs dizaines de personnels hospitaliers ont une nouvelle fois battu le pavé à l'appel de l'UTG Santé. Ce matin, le syndicat a fait une première halte à la mairie de Cayenne pour remettre son cahier de revendications avec ses propositions. C'est un combat, quand même un combat guyanais, et je pense qu'ils ont besoin du soutien des élus que nous sommes. Donc moi, je n'hésiterai pas, en tout cas, à rencontrer quelqu'un du ministère. Il suffira d'attendre, parce que bon, les élections ont lieu, le gouvernement va être installé, et une fois qu'il va être installé, je verrai avec les autres élus, parce que je ne suis pas toute seule, pourquoi pas mettre en place une délégation qui pourrait se déplacer, puis rencontrer quelqu'un en face qui pourrait nous apporter des éléments de réponse. Direction ensuite la préfecture où une délégation a été reçue par le directeur du cabinet du préfet. Nous le disons très officiellement que nous sommes déçus parce que le préfet était là et une fois de plus il n'a pas daigné nous recevoir directement. Donc nous continuons à brasser le mépris des fonctionnaires d'État de la France. Les manifestants ont ensuite débuté un périple en bus. Ils ont été reçus à la CTG. Les grévistes ont demandé la tenue rapide d'une table ronde rassemblant les élus et tous les acteurs concernés par la santé. Nous aurons à solliciter l'ordre des médecins, les médecins libéraux, quels qu'ils soient, les médecins des secteurs privés et publics, nous-mêmes, les professionnels étant sur les terrains d'action, et ainsi que tous les paramètres, que ce soit d'ordre social, médico-social aussi, parce qu'il faut avoir une réflexion guyanaise qui nous permettra d'établir un projet guyanais dans le cadre du respect des soins de la population guyanaise. Une demande à laquelle les élus rencontrés ont répondu favorablement. Nous allons voir dans quel délai nous pouvons la tenir, et sachant qu'après, au-delà de cette table ronde, il y aura les états généraux qui vont être lancés en Guyane, qui vont porter sur toutes les thématiques qui aujourd'hui sont en crise en Guyane. Donc vraiment, il y aura des réponses que nous apporterons dans le maximum, dans la limite de nos compétences, mais même au-delà, des réponses à court, moyen et long terme. Le personnel soignant est ensuite allé à la rencontre du président de l'association des maires avant d'être reçu à la mairie de Matoury. L'UTG Santé a fait état des besoins en effectifs. 62 postes d'infirmiers doivent être créés au char, ainsi que 41 postes d'aides-soignants et 25 postes d'auxiliaires puéricultrices. C'est ahurissant de voir qu'on a un besoin qui est aussi entre 70 et 80 personnes dans un hôpital tel que celui-là. Ça laisse imaginer les dysfonctionnements que les personnels doivent vivre et éventuellement leur incapacité, malgré eux, à prendre en charge les patients qui se présentent pour des soins. Donc c'est vraiment une situation qui est inacceptable, qui est inadmissible, vis-à-vis de laquelle nous allons tout mettre en œuvre pour que les solutions soient trouvées au plus vite. Afin de sensibiliser la population, l'UTG Santé organise un meeting demain soir à 19h devant le piquet de grève au char. Restez avec nous sur ATV Guadeloupe. Dans un instant, coup de projecteur sur Parouka.com, cette première application mobile sur les plantes médicinales caribéennes. Et puis on dressera le bilan de la Banque alimentaire qui fêtera ce week-end ses 20 ans d'action caritative. Elle est la première application mobile sur les plantes médicinales de la pharmacopée caribéenne. Parouka.com est un blog qui permet aux consommateurs de remèdes rasiers de connaître la bonne pratique pour se soigner. Visite du site avec Linda Kayarsi. Parouka, site et application mobile qui permet aux utilisateurs de connaître les usages des plantes médicinales. La plateforme offre un accès à des fiches simples, claires et détaillées, astuces, précautions d'emploi, descriptions botaniques ou encore liste des affections que l'on peut soigner avec des plantes. Par exemple, pour soigner l'asthme, il vous faut du pourpier et de l'aloe. Pour une piqûre de scolopendre, il est aussi recommandé de l'aloe, accompagné de basilic. Et pour aller encore plus loin, une bibliographie et références fournies.
En résumé, un condensé digital de la biodiversité et pharmacopée antillaise. En quelques clics, il s'agit pour Parouka de garantir une transmission intergénérationnelle du pouvoir des plantes médicinales. Quel rôle peut jouer la famille dans la lutte contre la violence? Les assises de la famille se traduiront par une série de rencontres, de débats et de conférences dès demain. L'un des enseignements majeurs issus des récents débats reste la place centrale que doit occuper la famille dans la société guadeloupéenne. Nathalie Dinan, Patrick Curie et Moïse Dexter. C'est nous, maman, il faut nous lever plus bon avec ce monde. Vous pouvez faire tout ça à l'instant, en époque là, la nuit, elle est là. Ou pas qu'à doubler un petit monde facile. Il faut être fort pour les gagner quand même. Il faut capable d'un dialogue avec Timounao, ok? Parce que même quoi que autant de l'école, mais là où Timounao, de toute façon que c'est l'éducation familiale qui a compté. Il faut éduquer les enfants depuis petits, bien expliquer que la violence c'est pas quelque chose de bien et que si au départ ils se taquinent entre eux, ça commence par ça. Hein? Les enfants commencent à se taquiner entre eux. Et puis après ça dérape, hein? Ils arrivent aux mains. Et c'est ce qui est mauvais. Les parents, les grands-parents ont un rôle à jouer, les oncles et les tantes ont un rôle à jouer auprès des enfants, auprès de la famille. Timoun a nous fait nous parler bayo et puis bon, une certaine maman à Dakaz, papa, et plusieurs différents Timoun à Dakaz et parmi bonne conduite à Dakaz là. Et si n'a pas levé papa et maman ensemble pour faire éducation à Timoun là. Et c'est ce qu'on apprend là. Une fois qu'ils ont rencontré d'autres, on monte au galop troupeau. Il doit déjà éduquer les enfants pour éviter que la violence soit une réponse. Transmet les bonnes choses et l'amour, on leur transmet forcément des bonnes choses. Donc du coup, si on ne leur transmet pas la haine et plein de choses mauvaises, je pense que ça peut y jouer, oui. Il faut que les parents parlent tout le temps. Expliquent aux enfants que c'est pas bien. La famille, en général, c'est celle qui apporte l'éducation, les références. Donc, quand ça dérape, elle peut constituer un garde-boue. Il faut faire éducation familiale avant et si on a une inscription, l'école. Mais le professeur lui-même, il ne peut pas faire toute éducation après, mais c'est au même pas si on a une première base. Parce que c'est même gens qu'on case ou café, il faut nos bases. Il est une figure emblématique du milieu carnavalesque. Eddy Chateauban, ancien président du groupe Apo Nation Aneg Marron, a créé son nouveau groupe de carnaval, Moon Ki Moon, c'est son nom. Il a été révélé au grand public ce mercredi. Et pour en parler, Eddy Chateauban, le président de l'association, nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous Alors, remercie. je viens de le dire, hein, vous êtes le président de cette nouvelle association, Moon Ki Moon. Comment doit-on définir justement cette nouvelle association, Moon Ki Moon? Moon Ki Moon, c'est une association qui est basée sur les valeurs humaines. D'ailleurs, nous avons 5 couleurs qui représentent ces valeurs, la rectitude, l'amour, le dynamisme, etc. Donc, c'est exactement ça. C'est une association qui veut rassembler toutes les personnes, quel que soit leur niveau social. C'est Moon Ki Moon. Tout le monde, c'est un Moon. Tout le monde connaît un Moon. Tout le monde qui Moon. Tout le monde qui Moon. Alors, ce sera une association carnavalesque, justement du point de vue carnavalesque. Parmi la trentaine de groupes APO qui existent encore, quelle sera votre valeur ajoutée? Déjà, ce ne sera pas une association carnavalesque. Vous pouvez déjà le remarquer dans l'appellation. Culturelle. Voilà, c'est une association culturelle, certes, mais qui n'est pas que culturelle parce qu'il va proposer aussi d'autres domaines pluriels, tels que l'insertion et la formation. Mais si on doit rester sur le niveau carnavalesque, puis le masse, on dirait qu'on va essayer de porter la touche que j'ai essayé de toujours porter, c'est-à-dire cette cohésion qu'il y a entre les gens. Point de vue musique, c'est un groupe à peau. Donc on est en train d'étudier d'autres sonorités, apporter un petit plus pour pouvoir se démarquer un peu de l'horizon carnavalesque guadeloupéen. C'est ce qui a manqué justement dans les précédents groupes, dans le précédent groupe en tout cas dans lequel vous étiez? Cette cohésion. Exactement, cette cohésion, cette façon de s'écouter. On n'est pas obligé d'être d'accord tout le temps sur les mêmes trucs, mais savoir en discuter et après en sortir quelque chose de positif après. Voilà. Et ça a manqué beaucoup. On ne s'entendait plus, on ne s'écoutait plus. Et puis voilà, ça a motivé aussi, par ailleurs, mon départ.
Alors justement, vous n'êtes pas seul pour cette association. Il y a pas mal de personnes qui vous ont suivi, notamment des anciens de Nation Aneg-Marron. Comment comptez-vous justement mettre en place de nouveaux projets ensemble? Il y a, pour revenir en tout cas à cette cohésion, comment allez-vous mettre en place les projets pour Moun Ki Moun? Mais les gens qui ont adhéré au projet, parce que je ne suis pas le seul, vous l'avez dit, ce sont des personnes qui ont cru, qui croient en ce dont nous parlons, c'est-à-dire cette cohésion. Donc on se rencontre, on échange et puis on tombe d'accord sur une direction à donner. On est tombé d'accord sur une direction à donner pour mettre en place les projets. Et ça a toujours été la méthode que j'ai toujours essayé d'inculquer, c'est déléguer, faire confiance, déléguer. Donc nous sommes beaucoup sur ce principe. Chacun connaît sa tâche et va rendre compte, on se rencontre après pour faire un bilan. Donc c'est ça qui va être notre point fort, c'est beaucoup de délégation et chacun va se sentir investi d'une mission de l'association. Parlons un peu de l'adhésion à Moun Ki Moun qui n'est possible que par parrainage. Tout à fait. Le parrainage cette année, contrairement ça se fait dans d'autres groupes, nous avons opté pour ce système de parrainage. C'est un garde-fou. Ça nous permet justement de pouvoir avoir une certaine maîtrise sur les personnes qui viennent. Et c'est surtout que le parrain sera investi d'une mission. Alors justement, un parrain a été nommé, Joël Raboteur, universitaire, économiste et ancien président de l'Office du Carnaval. Qu'est-ce que vous attendez de ce parrainage? Justement, ce parrain, on attend beaucoup de lui, on lui a fait sentir déjà parce que le rôle de parrain, c'est quoi? C'est guider lorsque ça ne va pas, dire la direction n'est pas bonne ou bien conseiller et nous représenter aussi. Donc on attend de Joël qu'il puisse nous faire développer notre stratégie, notre dimension, la dimension socio-culturelle qu'on a envie de mettre, qu'on a envie d'inculquer à notre association Moun Ki Moun. Comme je vous ai dit, Moun Ki Moun n'est pas une association vouée simplement à être dans la rue de janvier à mars. C'est une association qui va utiliser justement cette dimension culturelle pour être un levier efficace pour répondre aux problématiques sociales que nous rencontrons en Guadeloupe. Trop souvent, on a tendance à dire que le masque, c'est pour s'amuser. Oui, c'est pour s'amuser, mais on peut utiliser justement ce moment, ces personnes qui viennent, pour proposer efficacement des projets, des orientations et les aider à s'en sortir dans notre pays. D'accord, merci beaucoup. Eddy Chateaubon d'être venu sur ce plateau pour nous parler en tout cas de cette nouvelle association culturelle, voire plus. Oui, mais c'est une association, Moun Ki Moun. Voilà, Moun Ki Moun, Moun tout Moun quoi. Moun c'est tout Moun, Moun c'est tout Moun. Voilà. D'accord. Restez avec nous sur ce plateau, on poursuit la formation. 20 ans, ça se fête et ce que compte bien faire la Banque alimentaire ce week-end, pendant toutes ces années, cet organisme a apporté son soutien aux familles les plus démunies. Karen Diamin a dressé le bilan de cette association. On regarde son reportage ensemble, on regarde. Bénévole depuis les débuts de la Banque alimentaire, Céline est l'une des pionnières de ce mouvement solidaire. En 20 ans, elle aura vu son évolution. Dans le temps, nous avions quelques très rares SDF et quelques familles, souvent des jeunes qui avaient eu des enfants, pas trop tôt, mais très jeunes, et qui avaient besoin d'accompagnement. Après, on a retrouvé davantage d'SDF. Le chiffre a augmenté très rapidement. Et ensuite, depuis plus récemment, nous avons les étudiants qui s'y sont ajoutés. Nous avons les personnes retraitées à possibilités faibles qui se sont ajoutées, si bien que la masse de personnes dans la précarité ne fait qu'augmenter. Aujourd'hui, âgée de 70 ans, elle apprécie toujours autant les valeurs défendues par la Banque alimentaire. Nous avons l'occasion de rencontrer des personnes qui, après un certain temps, s'en sortent. Et parfois, il y en a de celles qui viennent nous dire merci ou qui nous appellent. Donc, le fait de voir les gens sortir de leurs difficultés, le fait de voir les gens s'épanouir un peu après différentes désillusions que nous connaissons dans la vie, eh bien, ça t'encourage à continuer à faire mieux pour aider d'autres personnes. Pour remercier toutes ces petites mains qui permettent depuis 1997 d'accompagner les plus démunis, mais aussi pour sensibiliser un plus grand nombre, un village santé est organisé ce dimanche 30 avril. Il y aura des animations, il y aura 4 stands dédiés à l'aspect santé. Nous aurons l'association des cuisinières qui nous accompagne.
Il y aura des repas à prix modique, des repas équilibrés pour la population qui pourront se munir, qui pourront trouver sur place. Et le soir, nous aurons le concert de solidarité avec René Théophile. Un stand de collecte sera également présent sur le site. En 2016, la Banque alimentaire a récolté 41 tonnes de denrées et compte sur la population pour égaler, voire dépasser ce nombre en 2017. Et avant de nous quitter, voilà quelques informations pratiques et utiles pour votre quotidien. Notez cette vigilance jaune pour fortes pluies et orages de Météo France. Alors soyez prudents tout ce week-end. Dès le 1er mai, les prix du carburant progresseront. Le super samplon passera à 1,41 €, soit 5 centimes de plus. Le gazole 1,17 €, soit 1 centime de plus. Et la bouteille de gaz à 20,02 €, soit 0,04 centimes de plus. N'oubliez pas aussi votre rendez-vous avec l'EFS ce samedi à la mairie de Vieux-Fort de 8 h à 12h30. Et si vous avez une information à nous communiquer, ayez eu le réflexe de nous appeler à la rédaction au 0590 71 11 ou envoyez-nous un email à rédaction@atv.gp. Et voilà, c'est la fin de cette édition, mais restez sur ATV. Dans un instant, retrouvez Eddy Planté dans Questions Directes. Ce soir, il reçoit Christine Hublon, présidente du Parti radical UDI de Guadeloupe.